va donc poursuivre avec Stéphanie Caillé et Barry Garet qui sont là avec nous aujourd'hui. Stéphanie, je commence par vous, honneur aux dames. Stéphanie, vous avez 31 ans, vous êtes assistante sociale du travail. Vous avez été placée à 3 mois en pouponnière, puis en famille d'accueil de 1 à 19 ans. Sur cette question des repères, vous avez beaucoup de choses à nous dire, notamment sur la question du maintien du lien à tout prix. Quels repères sont importants, ont été importants dans votre parcours, vous ont manqué, qu'il faudrait consolider? Ça marche, non. Normalement ça marche, je dirais. Ça marche? Ah ok, pardon. Donc pour moi, le repère principal, c'est le repère affectif. À mon avis, il induit tous les autres. Donc comme tu l'as dit Karine, j'ai été placée à 3 mois, puis à 1 an en famille d'accueil parce que mes parents biologiques avaient des maladies psychiques lourdes qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de moi. Et en fait, j'ai compris assez jeune que mon seul repère pour me construire, c'était ma famille d'accueil. J'y ai fêté mon premier anniversaire et ils m'ont donné ce dont j'avais besoin pour grandir, de l'amour et de la considération. Au moment du placement, il a été demandé à ma mère d'accueil de faciliter la création d'un lien entre ma mère biologique et moi. Malgré les nombreuses visites de ma mère, plusieurs soirs par semaine, puis tous les week-ends, et un investissement important de ma mère d'accueil, ça n'a pas été possible. Quand j'étais petite, 3 soirs par semaine, elle lui apprenait à me faire à manger, à prendre un bain, avec les bons gestes, mais il n'y avait pas d'évolution dans le lien. On m'a raconté que quand j'avais 4 ans et que j'étais avec ma mère biologique, je lui montrais avec la maman Playmobil et le bébé Playmobil comment faire, je faisais les dialogues. Mais en fait, sa maladie psychique ne lui permettait pas d'investissement, même si c'est ce que les professionnels auraient souhaité. Assez tôt, finalement, moi, j'ai fait le deuil de cette mère suffisamment bonne, comme disait Winnicott, mais les éducateurs, eux, non, ils ne l'ont pas fait. À partir de 7 ou 8 ans... À partir de 7 ou 8 ans, du coup, j'ai commencé à passer des week-ends entiers chez ma mère, enfin, avec ma mère, chez ses parents où elle vivait avec ses frères. Le rythme des visites augmentait en fonction de mon âge, en fonction de l'état de ma mère et jamais en fonction de l'évolution de notre relation. Pour ma mère, c'était comme une attestation de sa guérison. Si je récupère ma fille, c'est que je vais mieux. Jusqu'à 14 ans, elle a continué sa demande et le juge qui connaissait bien le dossier, ma vie en clair, a poursuivi le placement. Il était, je crois, réaliste sur l'état de ma mère. Pendant toutes mes années au collège, je vivais dans cette incertitude. Où est-ce que je vais vivre l'année prochaine? Et pour moi, c'était compliqué, vraiment. À cette période, ma place était sans cesse remise en question et je manquais de repères. L'aide sociale à l'enfance remettait constamment en question ces repères. Chaque année, j'écrivais au juge pour lui demander de rester dans ma famille d'accueil, pour lui dire que je me sentais protégée chez eux et en danger chez ma mère. Je pense que l'enfant, le jeune, très tôt, peut savoir qui est son repère, sachant très bien quand ça ne peut pas être son parent biologique. Le jeune enfant sent quand il n'y a pas de la réciprocité dans une relation. Les éducateurs, quand j'ai grandi, n'ont pas compris à quel point il n'y avait pas de lien entre elle et moi, car pour eux, le placement devait être temporaire, provisoire et point barre. Et c'est dans cette même logique, quand j'ai eu 14 ans, qu'une juge nouvellement affectée a pris une décision hâtive et décidé que je devais vivre avec ma mère du jour au lendemain, car c'était ma place. Pourtant, il n'y avait aucune place pour moi avec elle. Quand le parent biologique a une maladie psychique, qu'aucun lien affectif a été créé, à quel moment le lien du sang doit primer sur les repères de l'enfant? Pour moi, c'est une vraie question. Je n'ai pas encore parlé de mon père biologique. Dans mon dossier, auquel j'ai eu accès à ma majorité, j'ai pu lire que quand j'avais que 2 ans, l'éducatrice se posait déjà la question du danger pendant les visites de mon père. Il venait me voir tous les 15 jours. Une fois, quand j'avais 11 ans, je me suis sentie tellement en danger, mais psychiquement, viscéralement,
Il était très alcoolisé, il avait un énorme bandage sur le visage avec les yeux complètement explosés. J'ai demandé à plus le voir. Et à ce moment-là, ils ont fait une étude psychiatrique sur lui et sur moi, et il a été déchu de ses droits parentaux. En fait, aujourd'hui, moi, j'entends beaucoup les politiques et les professionnels de l'aide sociale à l'enfance parler de bons parcours pour certains, de réussite dans les placements. Et dans les représentations qu'on en a, moi, j'en fais partie, c'est vrai. Mais il y a une question qui reste, à mon avis, à quel prix et surtout avec quels moyens ? Souvent, ce sont les jeunes eux-mêmes qui s'expriment sur leurs besoins, leurs repères, qui grandissent trop vite pour s'en sortir, avec un seul objectif pour les jeunes, quitter le cercle infernal de la répétition, des maladies psychiques héréditaires, dont beaucoup de professionnels nous parlent, et certainement sans avoir conscience des conséquences sur nous, jeunes adolescents en construction, qui ne savons pas vraiment qui nous sommes. Ce qui est sûr, c'est que majoritairement la protection de l'enfance sauve l'enfant au moment de l'éloignement de la famille biologique maltraitante. Mais avec les années, les professionnels vont parfois, souvent, remettre en question le placement. Ils donnent des repères à l'enfant, un lien, et ils le reprennent. J'en garde en mémoire une immense insécurité liée à cela. La situation dans laquelle ils nous mettent induisent des comportements qu'ils nous reprochent ensuite, comme celui d'essayer d'exister par nous-mêmes. Moi, par exemple, quand j'expliquais à mon éducateur à 14 ans, je ne me sens pas capable de vivre avec ma mère, je me sens en danger quand je suis chez elle, j'ai besoin que ma famille d'accueil me structure, il m'accusait d'être toute puissante et de croire que la décision m'appartenait. Protéger les enfants, ce n'est pas seulement les éloigner d'un danger temporaire, mais c'est créer d'autres repères, car l'enfant ne peut pas se construire sans. Tous les spécialistes de l'enfance le disent. C'est mon expérience, mais beaucoup d'autres histoires sont proches, vous les connaissez. J'ai en tête, par exemple, le reportage sur Arte à propos d'Yanis, 14 ans, itinéraire d'un enfant placé qui a été retiré de sa famille d'accueil parce que, selon l'aide sociale à l'enfance, c'était l'âge de la retraite pour la famille d'accueil. Il y a aussi d'autres exemples de jeunes qui ont dû changer de famille d'accueil parce que le parent biologique déménageait, alors qu'il y avait très peu de droits de visite. En fait, en tant qu'enfant placé, on peut avoir l'impression que les adultes ne prennent pas en compte nos repères et ce dont on a besoin. Moi, par exemple, je ne remettais pas en question que ma mère biologique, c'est ma mère biologique, mais j'avais besoin que les adultes autour de moi prennent en compte qu'elle n'a jamais été un repère pour moi, alors que ma famille d'accueil, si. J'ai 2 familles, mais les éducateurs ont du mal, car ça sort de leur schéma. Pourtant, c'est la meilleure chose qu'on peut donner à un enfant dont ses parents n'ont pas la capacité de prendre soin de lui, une famille. Merci Stéphanie. Que dire après ça? C'est vraiment un témoignage très très fort et je vous remercie parce que vous le faites avec en plus une qualité exceptionnelle et félicitations vraiment pour cette contribution parce que c'est pas facile de parler de son histoire personnelle comme cela. Encore une fois, merci et on va passer à Barry. Barry, tu as 19 ans, 2 CAP, un bac pro. En tout cas, tu auras le résultat demain, on croise les doigts. J'ai été un peu trop... j'ai anticipé. Mais même question que pour Stéphanie. On se connaît, tu es bénévole à Repère 75, mais en gros, quels ont été les repères qui ont été importants pour toi dans ton parcours et aussi ceux qui t'ont manqué depuis 7 ans que tu es en France en qualité de mineur isolé à l'ASE de Paris? Bonjour, je m'appelle Barry. Je viens d'Afghanistan, j'ai 19 ans. Le repère important l'aide que la France m'a apportée, c'est dès que je suis arrivé à l'âge de 12 ans et demi en France et je m'étais pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et ils m'ont placé directement à l'ASE. Ils m'ont ramené dans un foyer avec des jeunes de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, ou des fois ils sortent un peu plus tôt. Donc je m'étais intégré là-bas et puis j'ai grandi avec les jeunes et j'ai appris pas mal de choses. Et j'étais à l'école et puis j'ai passé mon premier diplôme de CAP au lycée Léonard de Vinci. Et puis j'ai passé un second CAP
Et puis j'étais encouragé par mes profs et soutenu. Et du coup, ils m'ont proposé de faire un BEP. Du coup, j'ai fait un BP et du coup, j'attends toujours le résultat pour demain. Voilà. Et puis, les difficultés que j'ai rencontrées, en fait, les jeunes migrants, réfugiés qui viennent en France, qui quittent leur pays, c'est pas évident. Voilà, ils quittent pas pour un plaisir. S'ils quittent, c'est parce qu'il y a forcément il y a une raison pour cela. Donc, si j'ai quitté mon pays, c'est parce que j'avais besoin, je devais m'éloigner. C'est même mes parents qui m'ont souhaité que je parte. Mais je connaissais même pas la France. Voilà. Du coup, j'ai quitté l'Afghanistan dans une mauvaise condition. Parce que quand un jeune homme de l'âge de 12 ans et demi qui se sépare de ses parents et qui va dans des pays étrangers, c'est très difficile. Parce qu'il se met de main à main, c'est comme un objet en fait. C'est des passeurs qui te placent à l'un et l'autre il te place à l'autre. Ils peuvent ce qu'ils veulent. Il y a des agressions sexuelles, il y a des agressions physiques, de maltraitance. Donc voilà, c'est pas évident. Du coup, les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était ce genre de choses que j'ai rencontrées en venant en France. Et puis j'ai travaillé, j'étais à l'hôtel à Ville de Paris, à l'hôtel, et j'ai rencontré Léo, c'est un membre, le président de Repère, l'association Repère 75. Et du coup, je m'étais intéressé à ce qu'il proposait. Et du coup, j'ai travaillé avec lui et on a fait des réunions, les pieds sous table. Alors, les pieds sous table, c'est des réunions qu'on se déplace. On va dans des foyers, on rencontre des jeunes avant qu'ils sortent de l'ASE. On rencontre des jeunes, on propose et puis on présente l'association Repère. Parce que des fois, quand ils sortent, en sortant de l'ASE, ils ont des fois de difficultés et qu'ils peuvent toujours après, vu qu'ils connaissent l'association Repère, ils peuvent toujours venir vers nous et donner un coup de main à tout ce qu'ils ont besoin pour mieux accompagner sa sortie vers l'avenir. Voilà. Et puis, je pense qu'il est tout. Et puis, pour le changement, je pense que je vais reprendre ça tout à l'heure pour qu'est-ce qu'il faut améliorer. Voilà. Je te pose la question tout de suite, Barry. Du coup, Barry, sur les changements, notamment sur l'accompagnement que tu as reçu, sur l'accès aux droits, tout ce dont on a parlé, aussi les choses qui sont améliorées et tout ce qui a pu aussi poser difficulté pour toi et pour d'autres aussi. Alors, les difficultés qu'ont pu rencontrer les jeunes, c'est que, comme j'ai dit, on avait fait de la réunion avec Repère. On a à peu près le même problème, en fait. Comme je dis ça parce que voilà, il y a des éducateurs et des éducatrices et des chefs de service. Ça consiste un peu à eux parce que voilà, des fois quand un jeune de 15 ans qui vient de se déplacer dans un foyer, quand ils pensent qu'ils ont 15 ans, ils se disent bon ok, 15 ans on a le temps pour faire les démarches administratives. Mais sauf que les 15 ans là, ça va trop vite. À l'âge où il va venir à 17 ans, et pour faire les démarches administratives, ça prend du temps. Même en France, c'est compliqué. Pour prendre un rendez-vous, il faut faire 6 mois. Donc, alors, les démarches administratives, ça prend vachement du temps. Et du coup, quand le gamin il va sortir vers ailleurs pour vivre, et ben, c'est difficulté des papiers, difficulté pour trouver un travail. Par exemple, un jeune que je rencontre reconnu chez Repère, c'est qu'il avait un patron, mais que le patron il avait demandé une autorisation de travail, mais sauf que cette gamin-là, il n'avait pas d'autorisation de travail parce qu'il n'avait pas de papier. Donc, il ne pouvait pas le faire l'apprentissage parce qu'il n'avait pas de papier, en fait. Et du coup aussi, les jeunes qui viennent de l'étranger, ils ont besoin des soutiens de l'éducatrice, de ces éducateurs pour avoir leur confiance, pour avoir... parce que nous, les gens, quand on vient, on a vécu des difficultés qu'on n'arrive pas à avouer directement parce que des fois, on a peur, des fois, ça nous angoisse, mais quand on parle, ça nous fait du bien, mais quand on ne parle pas, quand on garde en soi, voilà, ça nous angoisse quand même. Donc,
Pour moi, l'idéal, c'était que les éducatrices puissent prendre le relais et le travail des fois sérieusement pour éviter que ça arrive, ce genre de problème, de se mettre à la disposition de jeunes hommes et que le gamin il puisse faire confiance à eux et qu'eux aussi ils puissent faire confiance aux gamins. C'est comme ça qu'on peut travailler les deux côtés, il peut travailler correctement et puis il peut avouer, il peut dire des choses qu'il a envie de dire parce que des fois on veut que des choses qu'on ne peut pas les dire mais qu'on le garde à nous, ça nous détruit à l'intérieur mais ça aussi ça bloque le travail qu'on doit faire avec les éducateurs et les éducatrices, donc ça fait que ça n'avance pas en fait. Et puis aussi c'est les contrats jeunes majeurs en fait, parce que les contrats jeunes majeurs, nous les jeunes quand on sort à l'âge de 19 ans, par exemple je sors, moi j'ai besoin, à l'âge de 19 ans on a toujours besoin d'un coup de soutien, parce que le contrat jeune majeur normalement c'est obligatoire d'avoir jusqu'à 21 ans, donc j'espère que ça va aboutir. Donc voilà, c'est ce genre de choses que je pouvais vous appuyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barry, pour ce témoignage aussi. Stéphanie, peut-être poursuivre juste sur la question de qu'est-ce que la protection de l'enfance devrait faire pour ouvrir le champ des possibles. C'est ce que tu me disais quand on échangeait. Comme disait Barry, en fait, depuis le début de l'année, avec les anciens enfants placés de Repères et d'autres, nous sommes beaucoup mobilisés via le collectif La Rue à 18 ans pour que l'État s'engage à accompagner les jeunes de l'aide sociale à l'enfance au-delà de 18 ans. Parce qu'en fait, il est nécessaire d'avoir une vision globale sur le long terme de la construction des enfants. Quels moyens est-ce qu'on leur donne pour se construire ? Moi, c'est ce que j'observe de commun parmi les membres engagés et mobilisés à Repères. Tous, nous avons, dans nos parcours, rencontré des personnes sur qui compter, des personnes pour qui compter, au moins à une période de nos vies. Et je crois que ces personnes, plus elles arrivent tôt dans le parcours de l'enfant, plus ça va faciliter la création d'autres relations repères. C'est un peu ce que j'entendais dans l'étude qui a été présentée. Il peut s'agir de familles d'accueil, comme pour moi, ou parfois d'éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi de professeurs, de juges, d'animateurs sportifs. Un adulte parmi ceux qui gravitent autour de l'enfant placé et qui choisit de s'engager au-delà des cases créées par l'institution. Cet adulte qui permet aux jeunes de s'engager pour sa vie et de construire sa vie. Le jeune, il a besoin d'un repère affectif, d'un parcours stable et d'être pris en compte dans ce qu'il ressent et dans ce qu'il vit. Pour plusieurs, nous sommes de jeunes résilients, sauf que la résilience, c'est un moyen de survie, c'est pas un programme de guérison psychique. En fait, je me permets de dire ça parce que je le vois trop souvent et encore aujourd'hui quand je suis face à une difficulté d'apprentissage, face à une incompréhension, face à un jugement, ou même dans le cadre de mon travail, quand je suis face à un interlocuteur qui me fait une remarque, un jugement que je ne considère pas légitime, encore aujourd'hui, malgré tout, je m'effondre en pleurs, en rage, et bien au-delà de la réalité de la situation en fait. Et je reste fragile malgré un bon processus de résilience, un suivi psychologique régulier et le soutien de ma famille d'accueil qui est toujours actuelle. En fait, le jeune, il a besoin d'être pris en compte comme un interlocuteur à part entière concernant sa situation. Et moi, je crois vraiment qu'il faut le faire davantage participer. Ça va permettre de développer des qualités qui seront essentielles dans sa vie d'adulte et particulièrement dans ce passage de 18 ans vers la vie d'adulte. L'autre jour, je discutais avec une assistante familiale qui accueille un garçon de 7 ans depuis 6 mois. Elle me disait qu'elle souhaitait que son mari ait davantage de place dans l'accueil, qu'il puisse par exemple passer du temps seul avec l'enfant officiellement. Elle pense que ça serait positif dans sa construction d'adolescent et d'homme d'avoir des relations saines et privilégiées avec un homme autant qu'avec une femme. En fait, ça m'a vraiment touchée parce que je me dis mais elle voit le long terme pour cet enfant. Elle a conscience qu'un jour il sera un homme. Et en fait, c'est à l'institution, c'est aux professionnels de donner aux jeunes les moyens d'agir pour sa vie. Moi, je crois qu'il faut vraiment considérer les jeunes pour qu'ils soient actifs de leur changement, de leur propre vie, et non comme des bénéficiaires passifs. Pour les enfants placés, il est essentiel de respecter leurs repères qui se font non pas en fonction du rôle que tient l'adulte, mais en fonction du lien affectif créé avec l'enfant.